Au coin des livres. Au coin des livres, des idées qui inspirent. Explorer les axes principaux de livres qui nous ont inspirés et d'autres que nous avons réalisés et dont nous voulons partager quelques clés. Des livres qui ouvrent de nouvelles voies et des livres qui transforment. Touchés par des idées ou par la poésie ou encore la littérature, et qui sait si l'art ne pourrait pas aussi ouvrir notre cœur, faire vibrer notre âme et élargir notre pensée d'une belle manière que nous vous offrons en dégustation. Bonjour Boris. Bonjour Christine. Nous voilà ensemble pour un troisième entretien qui est la suite de ce qu'on a proposé précédemment. On va juste faire un petit rappel parce que peut-être que les auditeurs n'écoutent pas studieusement le 1 et le 2 en amont. Donc, on va leur accrocher les wagons. Ce que je souhaiterais que tu puisses mentionner, c'est dans un premier temps, pourquoi tu t'intéresses au changement civilisationnel. Ensuite, c'est quoi pour toi et puis ensuite, tu nous partages quelle est la racine ou les racines principales de ce qui conduit à dysfonctionner. Alors, pas tout le livre, hein, on rappellera qu'il est important d'aller voir et d'aller lire le point zéro pour qu'on puisse se concentrer dans cet entretien sur et s'il y a des pistes, des voies d'ouverture, ça serait quoi? Est-ce que ça te convient? Oui, très bien. Ouais, ça va. Alors, vas-y. Qu'est-ce qui t'a conduit, qu'est-ce qui t'a animé à ce changement civilisationnel? Si tu veux, alors bien sûr, je suis très loin d'être indifférent à ce qui est en train d'arriver au niveau planétaire, et je parle évidemment de la transition écologique. Moi, à vrai dire, c'est des sujets qui m'intéressent depuis très longtemps, en fait. Quand j'étais jeune, je lisais Frank Herbert, qui est l'auteur de Dune, qui était l'un des premiers grands écologistes pour moi des années 70. Mais en fait, je trouve qu'on est beaucoup dans une espèce d'urgence perpétuelle, quoi. On est tout le temps en train de réagir, tu vois, à ce qui arrive. Et pour moi, il s'agit aussi de s'intéresser pas uniquement à qu'est-ce qu'il faut faire à la vie dite, tu vois, pour répondre aux urgences climatiques et écologiques et autres, mais de se poser enfin la question de pourquoi on en est arrivé là, en fait. Parce que si on se pose pas cette question-là, peut-être qu'on arrivera, tu vois, de nouveau à trouver des solutions dans l'urgence jusqu'à la prochaine urgence, quoi, qui sera encore pire, en fait. Donc moi, c'est vraiment, je fais mienne. Alors, je sais plus exactement qui était la phrase d'Edgar Morin, mais qui disait en fait, quand on sacrifie tout le temps l'important à l'essentiel, au bout d'un moment, en fait, évidemment, on n'a plus aucun un moment pour traiter vraiment ce qui est important. Et à la fin, évidemment, tu étais de plus en plus pris par les urgences jusqu'à la catastrophe finale, quoi. Donc là, je pense que c'est le moment vraiment de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de hauteur et de faire une espèce de bilan, quoi, en fait, hein, c'est pour dire un peu les choses comme ça. Je m'intéresse à la transition des civilisations parce que je pense que c'est le moment pour l'histoire de l'humanité, enfin dans l'histoire de l'humanité, d'aller faire en fait un peu une espèce de panorama de tout ce qui est arrivé, comment ça nous a amené là et vers où ça nous amène, vers où nous allons en fait, sur du long terme, hein, pas sur, tu vois, 10-20 ans, mais sur du très long terme. Ok, et est-ce que les personnes que tu rencontres, aussi bien les entreprises que un auditoire plus grand public, elles sont réceptives à cette notion de long terme puisque précisément le contenu de leur quotidien est d'être pris dans une urgence, qu'elle soit climatique selon qu'ils vivent des incendies et des inondations, pour des entreprises poussées à essayer de survivre dans un contexte de plus en plus chaotique et turbulent. Est-ce que tu ressens une réceptivité à ce besoin d'avoir du souffle, de voir loin et de reprendre de nouvelles marques? Alors je réponds à ta question de façon un peu différenciée. Tu vois, je pense que ça dépend des acteurs dont on parle en fait. C'est-à-dire que il y a certains acteurs en fait qui savent se projeter très loin en fait, très très loin, et qui comprennent très très bien ces logiques de transition et de passage à un nouveau paradigme et à une nouvelle civilisation. Et pas forcément, si tu veux, dans l'intention justement d'aller fonder quelque chose de véritablement émancipé, collaboratif, proche du vivant, pas du tout. Et je pense notamment, si tu veux, à des acteurs comme les GAFAM. Les GAFAM, ils voient très loin. Ils pensent pas à 3 ans comme la plupart des entreprises. Ils pensent plutôt à 50, 100, 200, voire des milliers d'années, puisque un certain nombre en fait de fondateurs de GAFAM sont des transhumanistes, Larry Page, Musk et autres en fait.
Et eux, ce qu'ils se disent, c'est peut-être d'ici 20 ans, notre conscience, voire même avant, pourra se conserver indéfiniment, soit parce qu'on deviendra immortel grâce à la biologie, soit grâce à la technologie qui permettra de transférer la conscience dans des machines. Et à ce moment-là, nous, on dominera complètement le système, en fait, peut-être pour des millions d'années. Ça paraît de la science-fiction complètement délirante, c'est la réalité, c'est en train d'arriver, ça. Et donc, tu as des acteurs comme ça, tu as des acteurs comme la Chine. La Chine, elle voit très loin. Tu vois, elle est pas du tout sur des visions très court-termistes comme est actuellement l'Europe. Même les États-Unis commencent à reconstruire vraiment des visions de long terme et comprennent très bien vers où ils veulent aller par rapport à un nouveau paradigme. Je parle de Trump. Alors bon, après, on peut juger que c'est horrible, c'est conservateur, c'est tout ce que tu veux, mais c'est du long terme. Et je dirais que par rapport à tout ça, l'Europe, elle est complètement prise dans la réaction permanente. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que l'Europe, en fait, n'a plus de récit porteur. Et à l'intérieur de l'Europe, les citoyens, les entreprises, je les vois pas penser, si tu veux, à plus de quelques mois, peut-être 3 ans sur les plans strates des entreprises, tu vois. Alors c'est pas le cas de tout le monde. En Europe, il y a des gens brillantissimes qui vont très très loin, si tu veux, mais ils sont pas entendus et très en périphérie des grands systèmes de décision. Voilà. Et donc il y a quelques leaders, vraiment une minorité, qui eux sont éclairés. Tu vois, eux ils comprennent ce qui se passe, voilà, mais c'est vraiment pas la majorité. Par contre, tu vois, quand tu donnes des clés de lecture aux citoyens, alors là c'est un soulagement énorme parce que les gens qui voient, parce que tu vois, finalement comment dirais-je, le point de vue, le regard qu'on a sur les choses change complètement selon la hauteur dans laquelle on se place par rapport à la scène. C'est-à-dire que si par exemple on parle des crises là qui arrivent sur nous, si tu les vois à horizon de 3 ans, c'est une catastrophe. C'est horrible, c'est un tsunami, tu dis mais alors que des trucs, tu vois, les extrémismes, fondamentalisme, les crises, les migrants, la crise climatique, c'est l'apocalypse quoi. Si tu regardes ça à l'horizon de 20-30 ans, ça change complètement de visage, ça devient vraiment en fait la crise telle que l'entendent les orientaux, les japonais et les chinois disent Wujai pour la crise, ils disent en fait c'est à la fois évidemment une menace mais aussi une opportunité de transformation positive. Et là tu dis mais en fait c'est l'accouchement d'un nouveau monde, donc c'est génial en fait. C'est formidable parce que ces crises elles vont libérer une énergie de transformation qui va permettre de faire ce qu'on n'arrive pas à faire depuis des décennies, c'est-à-dire transformer l'éducation, la santé, le travail, tout quoi. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment une question ouais, je dirais de regard. Et pour répondre à ce que tu soulèves, pour moi, c'est un soulagement. C'est vraiment, mais en fait, on est dans un tunnel et il y a une lumière. Ça me fait rire parce que quand j'étais à la Ségos il y a 25 ans, j'ai fait fuir tous les consultants de mon bureau parce que j'ai proposé la chose suivante. J'ai dit, voilà, si on regarde notre continuum de vie à 90 ans en moyenne, normal, bon, à l'époque, j'ai dit, voilà, j'avais 35 ans. Donc, voilà, je peux faire telle et telle chose. Si on se dit qu'on a un continuum de 250 ans, j'ai plus le même âge et je les ai projetés comme ça jusqu'à 500 ans et 1000 ans. Et à chaque fois que j'avais une échéance, j'en ai perdu plein. Donc, à 150 ans, j'en ai perdu plein, à 250. Et quand je suis arrivée à 1000, il y avait plus que moi dans la salle. Tu vois, je trouvais vraiment fascinant de se dire que c'est vraiment un regard sur le réel et qu'il suffit de regarder autrement. Et autant on peut être dans le désespoir à court terme, si je reviens sur notre propos commun, parce qu'on va voir tout ce qui s'effondre ou ce qui pourrait s'effondrer ou s'embraser. Et effectivement, si on regarde à moyen terme ou long terme, et moi j'essaie de travailler le rhizome d'après, c'est-à-dire qu'il faut arriver à tisser pour que quelque chose d'autre pousse, et toi tu as ta version à toi, enfin peu importe voilà, on crée des tas d'émergences, mais ça donne du souffle, ça donne de l'espoir, et c'est normal que les individus pris dans l'éco-anxiété et autres bricoles aient besoin de ce souffle et de cet espoir. Alors je reviens sur tes propos à toi, donc toi tu as mis l'accent notamment sur l'importance des récits. Est-ce que tu veux nous redire un mot? L'objectif étant d'aller plus loin que nos conversations précédentes, mais j'ai à cœur que les gens puissent raccrocher là-dessus. Donc, je répète la question d'avant. Quel serait, en quelques mots, pour toi, le changement civilisationnel clé que nous vivons aujourd'hui? Et quel serait, et pourquoi est-ce qu'il y a une telle importance des récits? Oui, alors, oui, tu as raison. Alors, les récits, c'est absolument clé. D'abord, il faut peut-être définir ce qu'on peut entendre par récit.
Parce que aujourd'hui, récit, tu vois, je dirais dans l'esprit de beaucoup de gens, ça veut simplement dire de la fiction, quoi. C'est une série Netflix, un roman que je lis en fait pour me distraire pendant les vacances et tout ça. Et donc, tacitement, hein, on oppose en fait les récits à la réalité. La réalité, c'est voilà, mon boulot, les impôts, la mort, voilà. Bon, c'est ça, c'est la réalité opposée au récit. En fait, tout est récit. C'est-à-dire que fondamentalement, notre esprit est totalement incapable de comprendre et d'agir dans le réel s'il n'a pas en fait des lunettes, des espèces de grilles de lecture qui vont lui permettre de structurer tout le flux d'informations qu'il traverse en permanence. Les neurosciences nous disent en fait qu'à chaque seconde, on a plus de 10 millions de bits d'informations qui nous arrivent et on n'en retient que quelques-unes par rapport finalement à toutes les croyances, toutes les grilles de lecture qu'on a absorbées depuis qu'on est enfant en fait. Parce qu'on grandit dans une famille où il y a des mythes fondateurs. Dans la famille où on grandit, on te dit voilà, il y a ça qui est bien, il y a ça qui est mal, c'est comme ça qu'il faut se comporter pour être une bonne personne, etc., etc. Notre famille elle est insérée dans une communauté, qui est insérée dans une nation, qui est insérée dans une civilisation, et chacun de ces niveaux porte des récits en fait. Tu vois, si par exemple je deviens entrepreneur, dans la civilisation occidentale moderne, c'est valorisé parce que ça rentre dans le mythe de l'individu tout puissant qui s'assume, etc. Si j'ai un discours qui est de dire je crois qu'on peut parler aux esprits et aux arbres, ça va contredire en fait un mythe rationaliste très fort en fait qui est présent aussi dans cette civilisation. Et là, ça va être peut-être moins accueilli et accepté en fait. C'est ça les récits. Et donc les récits, qu'on le veuille ou non en fait, on baigne dedans en permanence. Et ils orientent complètement notre manière de percevoir ce qui est possible et impossible, ce qui est bien ou mal, est-ce que Dieu existe ou pas, est-ce qu'on est libre ou pas, etc., etc. C'est vraiment ça les récits. Donc c'est évidemment très important quand tu veux changer la réalité d'agir sur le récit. Et évidemment, pour moi, gagner en conscience, gagner en autonomie quand on est un être humain, c'est être conscient d'abord, en fait, des récits qui nous ont construits. Tu vois, pour dire, éventuellement, une fois que je comprends comment j'ai été construit par ces récits, peut-être, je peux imaginer de commencer à les changer. Tu vois, c'est-à-dire de dire, je vais un peu altérer mon récit, aller vers un autre récit, exposer ce récit à d'autres personnes qui vont dire, c'est ok, j'entends ça, etc. Parce qu'en gros, pour moi, se transformer, avant tout, c'est transformer son récit, pour faire simple. Mais évidemment, tu vois, comme on disait, moi, je peux me transformer, mais je vais toujours quand même être très dépendant des récits dans lesquels je baigne. Donc, il s'agit aussi de comprendre comment on peut insérer des nouveaux schémas, pas uniquement au niveau de l'individu, mais au niveau des communautés, des familles, des entreprises, et bien sûr, tout à la fin, de la civilisation, qui est un peu le méga récit, quoi, tu vois, les récits, il n'y a pas que la civilisation, il y a aussi les religions, etc., qui sont des très très grands récits, qui englobent et orientent aussi tous les autres. Donc, c'est vraiment ça, le récit. Écoute, merci pour ça. On a passé déjà 2 entretiens ensemble pour définir les premiers éléments que tu partages dans ton ouvrage tome 1 de l'ouvrage .0. Est-ce que tu peux ouvrir sur des fenêtres? C'est-à-dire, et so what, et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Puisqu'en fait, on a quand même beaucoup besoin de souffle et d'enthousiasme. Donc, quelle est ta proposition? Donc, tu dis, voilà, je me suis intéressée au changement civilisationnel parce qu'on a un moment de polycrise qui fait que si on prend pas de la hauteur et du recul, et qu'on comprend pas ce qui se passe, ça va être compliqué de retrouver de l'élan pour faire autrement. Notamment, tu mets l'accent sur l'histoire des récits, puisque tout est récit et que selon comment on les nettoie, on les revisite, on peut créer autre chose qui va mobiliser autrement notre action. Et donc, nos auditeurs sont absolument sur les starting blocks pour se dire, mais alors du coup, qu'est-ce que ça serait ta proposition, si tu veux bien? Oui, merci. Alors, écoute, peut-être d'abord, avant de répondre à ça, je pense que c'est important d'expliquer pourquoi je pense que là, il y a, comme on dit, un momentum, ou alors comme disaient les Grecs de l'époque antique, un kairos, tu as vraiment un moment opportun là pour agir maintenant, et pas, tu vas pas dans 20 ans, et peut-être pas il y a 20 ans, quoi. Pourquoi maintenant? Parce que les récits, c'est un peu le code source de base, Vraiment, c'est psychiquement, d'un point de vue existentiel, spirituel, on se construit à travers des récits. Alors, évidemment, je précise que pour moi, la philosophie, c'est des récits, les sciences, c'est aussi des formes de récits, etc. Tout, vraiment, quand je dis tout est récit, c'est ça. Mais les récits, finalement, ils vont pas juste rester intangibles, ils vont se traduire à la fin, si tu veux, par des institutions, notamment des systèmes d'ordre, qui vont les incarner. Le récit de la Grèce antique, c'était comment on atteint l'harmonie par la sagesse, etc. La Grèce va construire des institutions
qui vont être la philosophie, la démocratie, etc., pour incarner ce récit. C'est pour ça que les récits, si on était vraiment, tu vois, complètement libre de nos récits, on se dirait juste, là, on est dans un moment où finalement les mythes fondateurs qu'on a construits il y a des siècles sont plus du tout adaptés à la nature des défis qu'on a à relever maintenant. Et c'est ça le problème, hein, parce que au fond, quand on réfléchit bien, là, ce qui se passe, c'est que on utilise des grilles de lecture qui ont été construites il y a des siècles par rapport à des défis planétaires qui ont plus rien à voir avec le contexte de l'époque. Je m'explique, hein. Si on prend les grands récits, en fait, de la modernité, c'est quoi? Eh ben, c'est l'individu est tout puissant, par exemple. C'est l'idéal, c'est la croissance économique illimitée. L'homme est maître et possesseur de la nature, et la technologie nous sauve. Et le progrès technologique et scientifique résout tous les problèmes. Bon, ça, c'est les grands mythes fondateurs. Or, si tu prends tous ces mythes un par un, alors là, vraiment, chacun rentre dans un mur, là, hein. C'est-à-dire que les ressources deviennent limitées, alors la croissance infinie, c'est plus trop ça. L'individu est tout puissant, on n'arrête pas d'empiler, tu vois, des injonctions sur l'individu pour dire changez, soyez courageux, machin, etc. Et la volonté individuelle est totalement épuisée parce qu'on néglige complètement ce qu'on appelle la systémique. C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple, il n'y a pas d'entraide, si tu crées pas des cadres de sécurité psychologique dans un collectif, eh ben, les gens sont tout de suite bloqués. Donc, on a complètement négligé, si tu veux, toutes les relations entre les gens et comment fonctionnent les systèmes. Donc, ça non plus, comme mythe, ça fonctionne plus, etc., etc. Mais le problème, c'est qu'on peut pas juste se mettre autour d'un feu pour dire, bon, on oublie ces 4 trucs-là, quoi, et on en prend d'autres. Ben non, parce qu'en fait, il y a des institutions qui sont construites dessus, il y a des systèmes de pouvoir qui eux résistent. Et qui disent, ah bah nous, hors de question, on est là et on reste, quoi. Donc, on est vraiment dans ce moment-là où, de force, ces institutions vont commencer à craquer de toutes parts. Et ça, c'est ce que j'appelle, alors je m'inspire un peu de l'alchimie, c'est une phase de putréfaction. C'est-à-dire que voilà, dans les cycles civilisationnels, tu as des moments voilà, de fondation, de croissance, d'apogée, de déclin, etc., au fur et à mesure que les récits sont de moins en moins adaptés. Et là, on est vraiment dans le moment où c'est visible que ça marche plus du tout, quoi. Donc on est dans la putréfaction et après on passe dans la phase suivante, que j'appelle la polarisation, enfin pas que moi d'ailleurs. Et la polarisation, c'est le moment où finalement, tous les gens qui sont conscients dans la société et qui pourraient et qui jusque-là, tu vois, essayer de transformer les systèmes de l'intérieur, etc., et qui pourraient vraiment apporter les alternatives, commencent à réaliser que l'ancien système commence à craquer de toutes parts, se désintègre, et commence à trouver le courage de dire, eh ben en fait, on va se libérer de tout ça. C'est un peu comme une espèce de Léviathan, tu vois, avec une flottille de petits bateaux. Les petits bateaux, ils avaient tout le temps l'illusion de dire, c'est bon, le Léviathan, il va changer, il va comprendre tout ça. Puis en fait, c'est pas la peine, quoi. Et là, ils vont dire, c'est fini, et tous ensemble, on va partir chercher un nouveau continent, quoi. C'est un peu comme le bouquin de Cotter, c'est Alerte sur la banquise, où finalement, il y a quelques pingouins qui vont dire, ok, on y va, maintenant, on a le courage de partir sur un petit glaçon et d'aller chercher autre chose. Donc, c'est ça qui est en train de se passer, à mon avis. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un moment très intéressant. Et donc, il y a ce momentum, ce kéros qui se reconstitue, parce qu'on commence à comprendre que là, il faut avoir le courage d'aller sur des récits radicalement nouveaux. Donc, ça, déjà, c'est un premier élément. Deuxième truc, c'est qu'en fait, on pourrait croire, suite à ce que je viens de dire là, que les nouveaux récits, il faudrait simplement analyser les défauts de l'ancien et dire, on n'a qu'à faire le contraire, quoi, d'une certaine manière. C'est dire, là, l'individu tout puissant, on arrête, vraiment, c'est le collectif, finalement, la technologie qui nous sauve, c'est une bêtise, c'est la nature, c'est etc., c'est ça la solution. Finalement, la croissance, c'est une bêtise, revenons à la décroissance, etc. Alors ça, c'est l'erreur, si tu veux, que nous avons commis dans les intercycles de civilisation précédents. Parce que c'est pas le premier qu'on traverse, hein. C'est la première fois que c'est planétaire, qu'on est 8 milliards, qu'il y a Internet, qu'il y a plein de trucs comme ça. Mais en fait, il y a plus d'une vingtaine de civilisations qui ont disparu avant la nôtre, en fait, et à chaque fois, il y a eu un peu les mêmes phénomènes, quoi. Et dans les intercycles précédents, on a toujours eu un peu le même truc, qui est que les communautés émergentes ont réagi aux récits précédents et on fait un peu tout l'inverse, comme un pendule, hein, tu vois, on est allé là, on s'est dit, on n'a qu'à aller là, en fait. Et ça sera la solution. Alors pourquoi je pense que ça, c'est une grave erreur, et que c'est vraiment le fond du problème. Et là, ce que je vais expliquer derrière, c'est que moi, je cherche pas à provoquer des nouveaux récits, je cherche à créer un nouveau rapport au récit, en fait. Ça, c'est très important à comprendre. Pourquoi? Parce que si tu prends, par exemple, ce qui est arrivé à la fin de l'ère médiévale, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un certain... exactement ce que j'ai décrit là, c'est que si tu veux, les récits qui étaient dominants étaient plus du tout adaptés aux situations. Et donc, notamment l'Église se raccrochait toujours à une certaine vision de la réalité et faisait toujours plus de la même chose. Et donc, ça a fini par donner l'Inquisition, et puis les croisades, et puis les indulgences, et puis des fléaux terribles que, tu as la peste, machin, on n'arrive pas à expliquer d'où ça vient, etc. Et les gens en ont eu marre, ils ont dit, en fait, là, ces histoires-là, ça nous convient plus. Il faut d'autres mythes fondateurs. Et hop, la Renaissance, qu'est-ce qu'on fait?
ben, on prend tous les mythes fondateurs du Moyen-Âge. Dieu existe, c'est Dieu et c'est la foi qui nous sauve. Bon, ben, Dieu, finalement, on va le remettre en question et puis c'est la technologie qui va nous sauver. Le collectif était hyper important, ok, c'est le héros individuel qui va nous sauver, etc., etc. Ben, si on répète la même chose, on va juste refaire partir le pendule dans une autre direction et dans quelques siècles, on aura les mêmes problèmes. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment travailler sur comment est-ce que ces nouvelles communautés émergentes, parce que c'est par elles que va passer la transformation, ce sont ces communautés pionnières qui vont apporter l'ADN, comme tu disais, le rhizome, elles vont créer les nouveaux rhizomes, mais est-ce qu'elles vont créer les rhizomes dans des visions qui seront elles-mêmes, comme dans les intercycles précédents, polarisées? Ou est-ce qu'on va trouver une manière d'aller dépolariser ces récits? Donc moi, il y a plusieurs choses qui m'intéresseraient. C'est déjà qu'il n'y ait pas forcément un nouveau récit dominant. Parce que dans le passé, c'est quand même toujours ça, tu vois. Tu as eu un récit, puis les gens avaient peur de l'inconnu, donc on a cherché un nouveau grand récit, quoi. Ils vont dire, bon, maintenant, c'est bon, on est rassuré parce qu'on est dans un nouveau paquebot, quoi, tout neuf, en fait, c'est la nouvelle histoire, et on est parti pour quelques siècles. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer, finalement, que ça soit plutôt, en fait, un écosystème de récits qui émerge? Déjà, ça sera super intéressant et nouveau, hein. Ça serait pas forcément un récit, c'est vraiment des réseaux de récits, où on reviendrait beaucoup plus à la question de comment est-ce que ces récits, ça sert l'épanouissement de l'individu, plutôt que comment est-ce que l'individu, finalement, on le fait rentrer dans le grand récit dominant qui rassure tout le monde. Ça, déjà, c'est un changement de rapport. Deuxième truc, est-ce que ces récits sont forcément des récits qui disent, bon, ben moi, en fait, je suis pour le féminisme et contre les hommes. Je suis pour la technologie contre la nature ou inversement. Je suis pour le collectif contre l'individu. Enfin, tu vois l'idée, parce que les polarités, il y en a autant qu'on veut, quoi. Voilà, donc ça sera vraiment pour moi la question. Changer, en fait, la nature des récits. Alors, merci, parce que ce point est important et je vais y revenir après. Je reviens en arrière avant de revenir dans le futur de ce qui est bien dit. Alors, des communautés émergentes et des tentatives de faire autrement, c'est ce qu'on vit depuis un certain nombre de décennies. Alors, chacun avec son background, justement, avec le récit en tête. Certains se sont retrouvés dans le récit des créatifs culturels, d'autres dans celui de Pierre Rabhi, d'autres dans celui de Demain de Cyril Dion, etc., qui sont soit différents, soit relativement proches, ça dépend comment on regarde les choses. Mais ce que je vois, c'est que, et alors là en ce moment, ça s'épuise à fond, puisque les institutions reprennent de la force dans un modèle qu'on peut, en prenant de la distance, voir comme régressif, c'est-à-dire c'est la réaction du système quand il sent qu'il est en train de mourir. Mais enfin, n'empêche que dans un très court terme, c'est excessivement violent pour les acteurs de l'ESS, pour tous ceux qui ont essayé de faire des choses. Et donc, le point d'achoppement que je vois aujourd'hui avec la structure de société que nous avons, quasiment mondiale, sauf les peuples premiers, et encore, ils sont obligés d'interfacer avec nous, c'est la question des institutions. C'est-à-dire qu'il y ait des individus qui prennent conscience, oui, qu'ils créent des communautés, oui. Ça dépend où on met le curseur, on peut placer le curseur aux années 70 ou 90, 2000, enfin ça dépend qui on regarde pour placer le curseur, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui essaient des choses, qui font des choses, qui se regroupent, alors ça donne des tiers-lieux, des écolieux, tout ce qu'on veut, but l'institution, elle bouge pas. C'est-à-dire que, par exemple, parler de SS, eh bien, les communautés émergentes se rendent compte qu'elles ont quand même besoin d'argent. Les crowdfunding peer-to-peer à 20 € chacun, ça limite un peu quand même les possibles. Donc, automatiquement, on a besoin de plus d'argent. Plus d'argent égale revenir vers des structures plus importantes et donc aller soit vers des entreprises, soit des fondations, soit des institutions qui ont beaucoup plus de capacité pour faire les choses, mais qui sont dans un modèle structurel ancien et basé sur des récits encore plus anciens. Donc, je pense que certaines personnes peuvent se poser la question, mais comment est-ce qu'on peut arriver à bouger en petite communauté émergente, quand bien même on arrive à se mettre en écosystème, en faisant avec les institutions. Alors, est-ce qu'on fait avec les institutions? Est-ce qu'on les contourne? Est-ce qu'on fait des réponses à ce que les institutions portent en faisant autrement, ce qui était précisément l'ESS, puisque l'essentiel du social, voire même du soin, est quand même porté par des associations. Donc, ne plus leur donner les moyens, c'est rompre en fait les moyens que l'État pouvait produire il y a fort longtemps, quand c'était encore dans des services d'État. Donc, c'est aller se mettre dans des associations
Mais quelque part, on n'est pas très loin encore de ces institutions. Et par conséquent, comment faire bouger ce blocos? Je parle pas de la sphère des gouvernants qui ont intérêt de façon politicienne à nous conserver dans le même modèle parce qu'ils y retrouvent leur compte. Je parle bien de cette grosse machine qui rassemble les forces pour les institutionnaliser, pour régler le collectif ensemble. Voilà, à toi les studios. Ouais, merci. Eh ben, super question. Et alors, vraiment, là, ça, pour moi, ça ramène directement à cette question de l'intégration, tu vois, de l'accueil de tout le diapason des énergies et des qualités présentes dans la vie, quoi. Et à mon avis, enfin, déjà, je réponds un peu en avance à ta question. Ça pose beaucoup plus la question, en fait, de la posture justement de ces communautés, ce que j'appelle les chrysalides, qui sont, enfin, en prenant le terme d'Arnold Toynbee, c'est vraiment ces communautés qui vont porter les papillons de la civilisation de demain, que des institutions elles-mêmes. Alors, je m'explique. Si tu veux, quand tu regardes en fait ce qui s'est passé dans le passé, ouais, justement, c'est que il y a toujours eu finalement des acteurs de l'ancien système mourant qui ont protégé et aidé l'émergence du nouveau. C'est-à-dire qu'on a complètement oublié ça, mais il fallait quand même que les premières communautés chrétiennes aient des alliés au sein de l'Empire romain pour pouvoir se réunir, pour pouvoir, tu vois, parfois se dissimuler, etc. Ils ont été persécutés, bien sûr, on le sait dans un premier temps, mais à la fin, justement parce qu'ils avaient ces bases arrières à l'intérieur même du système, petit à petit, ça a pu complètement basculer, et à la fin, c'est devenu effectivement ce que c'est devenu, c'est-à-dire un mouvement qui est devenu gigantesque. Et finalement, ces bases arrières, pour moi, c'est ce que tu décris à travers la question des institutions. Et je pense que le vrai sujet par rapport à ça, c'est que ces communautés pionnières, ces chrysalides, déjà, moi, ce que je vois, c'est qu'un certain nombre d'entre elles font des projections, tu vois, sur ces institutions, en se disant, bah, au fond, ces gens-là ne comprennent pas, c'est justement ça qu'on veut complètement dépasser, on veut plus être dans ce système-là, etc., etc. Ça, c'est précisément ce qui va répéter la polarisation. Et je comprends très bien pourquoi c'est comme ça. Quand tu regardes les gens qui sont au pouvoir, tu as quand même un sacré paquet de malades, de psychopathes, de tout ce que tu veux. Donc évidemment, tu te dis, bah ça c'est le mal et on veut plus faire comme ça. Mais je crois que tout le problème des chrysalides, c'est que finalement, en se coupant de ça, elles se coupent aussi d'une partie de leur propre puissance intérieure. Parce que finalement, que sont les gens qui arrivent au pouvoir, tu vois, quand tu vois des Elon Musk et autres, bon, tu peux te dire peut-être ce mec est complètement taré, mais quand même, il a une puissance, quoi. Il est inspirant, il ose s'affirmer, il n'a pas de tabou, etc., etc. Donc, ce sont des qualités qui sont intéressantes. Humainement et éthiquement, ça dit quelque chose quand même. Ça évite de diaboliser ces personnes parce qu'à la fois, ils détiennent des qualités et ils viennent nous éclairer sur nos propres ondes. Je referme la parenthèse. Complètement, ouais, mais je te rejoins là-dessus. Et en fait, ces institutions elles-mêmes aussi expriment des qualités. Elles ont su quand même se structurer, tu vois, à des très très hauts niveaux. Elles ont su arriver à des capacités d'organisation et de passage à l'échelle qui sont quand même tout à fait remarquables. Donc, si toi, en tant que porteur, finalement, d'une communauté pionnière, d'une chrysalide, d'une nouvelle vision pour la civilisation, tu es pas capable d'intégrer, en fait, ces qualités-là, bah, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas t'amputer d'un certain nombre de choses et tu vas dire, moi, je fonctionne finalement dans une espèce de pureté de nouveaux systèmes un peu fantasmés, où quelque part, bah, je vais être un peu un unijambiste, quoi. Il y a des mauvaises qualités, il y a des bonnes qualités, et moi, je veux que les bonnes qualités. Et donc, je pense, enfin, le fond de mon propos, c'est de dire que, au fond, ces communautés auraient tout intérêt à s'allier. Alors, peut-être pas à toutes les institutions de façon indiscriminée, bien regarder celles qui sont quand même plus conscientes, plus réceptives, etc. À les faire monter encore en conscience. Moi, c'est ce que j'essaie de faire, je parle à tout le monde. J'ai aucun problème à aller voir des fonds d'investissement, à part les gens qui ont beaucoup d'argent, à rencontrer des milliardaires. Au contraire, je me dis, bah, c'est trop chouette, quoi. Voyons ce qui se passe. Et à chaque fois que ça arrive, je me connecte à ces qualités-là en moi. Je me dis, bah, c'est génial, là, j'ai en face de moi quelqu'un qui a gagné des milliards. Super, bah, en fait, comment moi je peux activer aussi cette puissance-là en moi, quoi, en fait. Parce que ça m'intéresse, bien sûr. Et si je vois que, bon, vraiment, c'est des trucs qui me parlent pas trop, je m'éloigne, j'ai toujours le choix de le faire. Mais au moins, j'ai goûté, tu vois, à ces possibilités-là. Donc, je pense que c'est vraiment l'un des premiers travaux à faire pour les porteurs de cette communauté, c'est comment réconcilier tout ça d'abord en moi. Donc, du coup, aller parler à ces personnes-là. Et après, trouver, en fait, des terrains où je peux accepter, moi, d'être dans ma singularité, mon intégrité. C'est-à-dire, je peux très bien expliquer à une institution, bah, nous, on fonctionne comme ça. On est sur un principe de sociocratie, etc., de gouvernance, de machin.
Vous n'avez pas forcément besoin de tout comprendre. On vous dit juste, c'est comme ça. Et par contre, on vous accepte aussi, on vous accueille comme vous êtes. Et si les gens sentent ça, en face, ils vont se voir comme des fleurs. Ils vont dire, ah, c'est super. Moi aussi, je peux avoir une place, en fait. Moi aussi, je peux être une base arrière, je peux aider, etc. Et je pense qu'un certain nombre de ces acteurs ne demandent que ça, en fait, en réalité. Mais il faut, dans son cœur, leur ouvrir ça, en fait. On est tout à fait d'accord sur les 2 points clairs. C'est là-dessus que je ou nous, autour de moi, on essaie d'avancer sur cette notion de se réconcilier en soi avec toutes les composantes. C'est pour ça que j'avais écrit sur les ombres. Et puis, effectivement, accueillir la différence et non pas faire de l'entrisme. Et ça, c'est pas facile. Et donc, tu pointais la notion de qualité. C'est ce que je disais là dans ma parenthèse. C'est que je trouve dommage, depuis janvier, qu'une partie des acteurs ait diabolisé ce qui nous arrive comme un raz-de-marée rouge ou brun. Ce qui ne veut pas dire que j'ai une amitié particulière ni pour Musk ni pour Trump, mais ils viennent refléter ce que nous avons délaissé en termes de qualité. Et si on dit, nous, on a raison contre eux, de toute façon, on va continuer à avoir tort, parce qu'eux, ils ont les moyens de leur récit, et pas nous. Et donc là, je me dis, je ne sais pas, finalement, si nous avons su tirer les leçons de ce qui s'est passé, parce que je vois beaucoup de gens continuer à dire, moi, j'ai raison, vous avez tort, dichotomiser le monde en oubliant que nous sommes tout ça. Tu vois, par exemple, à plusieurs reprises, j'ai dit, mais est-ce que vous avez conscience de tout le dark web, des narcotrafiquants, de toute une forme de violence? Et est-ce que par hasard, elle serait pas en train de venir nous dire que nous excluons tous ces gens-là, ou on les disqualifie, ou on les méprise, enfin bref, ou on les regarde même pas, parce que non, ça n'existe pas. Si, en fait. Et donc, et alors en plus, avec les algorithmes qui nous enferment chacun dans nos communautés, nos microcosmes, ça ne nous permet pas d'aller rencontrer une diversité avec laquelle on peut se sentir en lien si c'est des communautés proches. Et puis des fois, c'est fort piquant parce que ça vient nous challenger sur nos valeurs fondamentales et ça vient s'opposer à qui on croit que l'on est. Et ça revient sur le travail sur soi, qui est de dire, on peut être porteur d'un contenu, porteur d'un récit, porteur d'un idéal, porteur de je sais pas quoi. Est-ce qu'on l'incarne? C'est pas gagné, ça. Et donc, qu'est-ce que tu invites à faire? C'est quoi la proposition que tu fais aux personnes autour de toi? Donc, il y a le côté où tu peux les éclairer par l'ouvrage, les éclairer par des conférences, mais quelle est la proposition que tu leur fais? Si tu veux, le livre 1 du point 0, il pose vraiment en fait des fondamentaux théoriques qui sont autant de clés de lecture et de concepts, à mon avis, qu'il faut maîtriser pour rentrer dans la possibilité d'agir en fait. Voilà, c'est plutôt comme ça que je le vois. Donc en fait, à partir de là, mon approche, ça va être que le livre 2 sera le plan d'action. Alors, je vais pas tout déflorer parce qu'il n'est pas encore sorti, ce livre 2, il arrive dans quelques mois, mais je peux donner quelques clés. Et tu l'as dit toi-même, en fait, c'est vraiment ce que tu as exprimé, c'est-à-dire que finalement, les gens qui nous révoltent, les gens qui nous énervent, les gens qui nous mettent en colère, en fait, expriment des qualités souvent qu'on n'autorise pas en soi, en fait. Donc, ce sont vraiment les reflets, finalement, de ce qu'on a rejeté. C'est exactement, et là, ça nous amène tout droit à la question, tu parlais de la part d'ombre. L'ombre, et là, c'est vraiment la question de l'alchimie, quoi. Donc, moi, s'il y avait déjà une seule mesure politique, mais vraiment au sens très fort du terme, c'est vraiment pour reconstruire la cité sur une nouvelle base, que je préconiserais, ça serait que toute personne, tout citoyen, mais déjà très jeune, pratiquement, tu vois, je dirais de 7 à 77 ans, soit intégré, en fait, dans un groupe, ce que j'appelle des cercles de croissance. Ça, j'ai beaucoup pratiqué, parce que j'ai beaucoup fait le voyage du héros, sous forme de parcours pour des dirigeants, des personnes en insertion, des jeunes décrocheurs, enfin, un peu tout le monde, quoi. Et ça, c'est très puissant parce que si tu vois un groupe régulièrement, par exemple une fois par mois, et ce groupe, en fait, son boulot, c'est de te mettre en face de tes angles morts. Et en particulier, des peurs que tu n'oses pas exprimer, dont tu n'es souvent même pas conscient, des besoins non plus que tu n'oses pas forcément exprimer, dont tu n'es pas forcément non plus conscient, et qui va t'offrir à la fois beaucoup de bienveillance, beaucoup d'accueil, beaucoup d'amour, quoi, finalement, et en même temps un bon coup de pied au cul pour te dire, mais là, mon coco, t'es complètement enfermé dans des peurs, en fait, et ces peurs, qu'est-ce que ça fait? Les peurs, en fait, d'abord, tu vas dissocier, ensuite, tu vas projeter. Et c'est exactement ce qui se passe partout dans la société aujourd'hui.
tout le monde est en train de voir chez l'autre tout le mal, tout le machin, etc., qui en fait correspond à ce qu'il n'a pas intégré en soi, quoi, ce qu'il n'a pas réparé en soi. Enfin, c'est aussi simple que ça. Et on est, tu vois, vraiment dans des projections multilatérales, voilà. Et pour moi, finalement, je mets un petit peu dos à dos, quoi. Et ben, tu peux dire, oui, il y a les psychopathes au pouvoir, c'est des vrais tarés, quoi, mais quelque part, moi aussi, je m'enferme dans quelque chose si je me dis que je suis pur, et puis en fait, voilà, dans cette pureté, je décide de surtout pas en sortir, etc. C'est finalement, je vais être dans le même enfermement, quoi. Enfin, un autre type d'enfermement, mais voilà. Donc, c'est plutôt vers des choses comme ça que moi, je cherchais à aller. Mon action, elle va consister, en fait, à plutôt s'adresser ce que j'appelle aux citoyens conscients, les explorateurs, et leur dire, enfin moi en tout cas si tu veux, ce que j'anticipe, c'est que je pense que la société va de plus en plus aller dans cette polarisation et dans le chaos, qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont réagir en disant mais c'est pas possible, il faut trouver des solutions dans des logiques d'urgence, vont proposer des récits eux-mêmes assez polarisés, et donc à un moment tout le monde va être paumé parce que tu vas avoir des milliers d'initiatives qui toutes dans leur coin disent moi je vais sauver le monde et je suis la nouvelle civilisation. Tu vas avoir cette part de la population qui essaie de faire quelque chose qui est paumé en disant on me propose plein de trucs et tout le monde a l'air de raconter un peu la même chose. Donc le boulot de l'écosystème du point zéro, c'est simplement effectivement de donner en fait de la clarté dans tout ça, de cartographier, de dire en fait on a tous l'air de faire un peu la même chose, mais en réalité chacun apporte peut-être des morceaux d'ADN qui sont tout à fait distincts. Ça m'a beaucoup inspiré ce qu'on a fait là, à l'époque avec Jérémy Lamry quand on a monté le LabRH. Parce que, tu vois, au début, on était quelques startups. À la fin, il y a des centaines de startups qui ont intégré l'écosystème. Et on a réalisé que des concurrents apparents apportaient en fait vraiment de façon très fine une solution unique à chaque fois. Vraiment quelque chose qui était hyper précieux. Tu vois, vraiment un petit diamant qui se connectait à tout le reste. Donc moi, j'aimerais bien faire de l'écosystème du point zéro ça, vraiment un truc qui est méta. Tu vois, qui cartographie, qui aide chaque chrysalide, chaque communauté à comprendre vraiment ce qu'il a de spécifique, à se dépolariser. Donc ça, c'est vraiment ce que tu disais. Enfin, je sais que tu travailles aussi là-dessus. Hein. Comment en fait alchimiser, comment se réapproprier, comment réintégrer. Et ensuite, il y a toute une partie qui est pour les organisations, les entreprises, les institutions, les bases arrières, pour dire mais comment vous pouvez trouver une place dans tout ça en fait, pour les aider à comprendre, hein, parce que les institutions, elles sont beaucoup dans la réaction. Hein. Toute l'Europe, d'ailleurs, de façon générale, elle est un peu, tu vois, dans une vision très court-termiste. Elle fait que réagir à ce qui se passe. Elle n'a plus vraiment de récit porteur. Donc c'est vraiment aussi pour aller accompagner, entendre ce que ces institutions, ce que ces acteurs-là et organisations et entreprises ont à dire. Voilà, c'est vraiment, tu vois, mais c'est un peu le prolongement de tout ce qu'on dit, hein, c'est assez logique. Hein. Tout à fait. En 1993, ma première pédagogie, je l'avais proposée à l'école dont je sortais, parce que j'étais assez sidérée par le fait qu'on demandait à des jeunes de s'orienter. Alors, il y en a qui savaient, hein, ils avaient une vocation depuis qu'ils étaient petits, mais la plupart, ils savaient pas. Et ce que j'avais proposé, c'est ce que aujourd'hui on appellerait bilan de compétences, développement personnel, un truc entre les deux. J'avais proposé ça au collège de la 6e à la 3e. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Et au lycée, c'était plutôt de la pré-philo. J'avais rencontré des jeunes qui hésitaient entre est-ce qu'on descend du singe ou d'Adam et Ève. Ah, là, il y a un sujet. Et en fait, ce que je veux dire là en disant ça, c'est que depuis ce temps-là, j'ai hésité en termes d'éthique en disant on peut pas proposer aux gens de façon obligatoire de se transformer intérieurement parce que sinon ça fait une nouvelle forme de totalitarisme. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que si on ne se transforme pas individuellement, on nettoie pas toutes nos ombres, on pourra pas avoir le niveau de conscience requis pour appréhender en compréhension les défis qu'on a pour trouver des solutions ensemble différentes. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une revisitation de la notion d'éthique versus ce que nous avons co-créé en termes de dysfonctionnement qui fait que on sait donner les conditions pour s'obliger à se transformer en profondeur. C'est-à-dire on a les conditions pour faire de l'alchimie individuelle et collective, entre guillemets, non négociable. Là, à mon avis, je veux bien qu'on s'arrête un peu là-dessus parce que tu poses un truc fondamental à mon avis, fondamental. Pourquoi ? Parce que finalement, quand tu regardes toute la modernité, hein, c'est construite sur l'idée de l'individu est libre. Il a le droit de choisir ce qu'il veut en fait pour lui, et notamment, il peut choisir de jamais se confronter à aucune de ses peurs.
C'est son choix. D'ailleurs, toute la société de consommation va finir par, de façon assez perverse, être construite là-dessus, en se disant, bah, c'est très bien, puisque les gens, rien ne les oblige finalement à aller traiter leur trauma, leur peur, etc. Eh ben, nous, on va bien en profiter. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que plus les gens vont être traumatisés, vont avoir plein de peur, d'angoisse, pas se sentir reconnus, etc., plus ils vont compenser. Notamment, effectivement, par la consommation, les addictions. Voilà. Je vais travailler à fond, je vais m'acheter, tu vois, des beaux costumes, des belles robes, des machins, une voiture, deux voitures, trois voitures, etc. Parce qu'au fond de moi, je me sens vide, parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des trucs, en fait, que justement, je suis pas du tout appelé à traiter, puisque j'ai le choix. Parce qu'on me dit, bah, en fait, évidemment, bah, t'es peur, tu peux laisser ça glisser toute ta vie, il n'y a aucun problème. Ça, si tu veux, je pense que c'est vraiment l'illusion fondamentale de la société que nous avons construite. Et ça, je m'en suis rendu compte, bah, un peu comme tu disais là, plutôt avec l'étude des peuples premiers, où vraiment, j'ai pas trouvé une seule exception sur tous les peuples racines encore en vie aujourd'hui. Trouve-moi un seul peuple racine, finalement, où on laisse courir une blessure émotionnelle ou la peur d'un individu dans le collectif. Ça n'existe pas. On va toujours te mettre un rituel psychosocial, de célébration, initiative. On va traiter ça, en fait. Voilà. On va toujours dire, bah, l'individu, c'est pas une option, c'est pas un choix. Et même, j'irais jusqu'à dire, dans cette vision-là du collectif, le seul principal boulot du collectif, sa seule principale fonction, c'est de faire ça. C'est en fait de répondre à la question, qu'est-ce qu'on fait des peurs et qu'est-ce qu'on fait de l'inconscience, en fait, des individus. Voilà. C'est ça le boulot du collectif. Or, on est quand même arrivé à une définition absolument fantastique, nous, on est arrivé à l'inverse. C'est-à-dire, le boulot du collectif, c'est de garantir qu'à tout moment, l'individu puisse dire, eh ben, en fait, je ne veux pas traiter mes peurs et je veux rentrer dans des mécaniques d'addiction et de compensation par rapport à elles. Voilà. Et on te garantit avec le système, libéral, machin, etc., que c'est comme ça indéfiniment. C'est fascinant. C'est pour ça que on disait dans le dernier entretien que le récit de vie, en fait, d'interdépendance et de co-responsabilité, pour moi, est devenu l'inverse de lui-même, quoi. Ce que j'appelle le récit de Point du néant, c'est exactement ça. Et donc, évidemment, hein, si on va au bout de cette réflexion, on se dit, bah, en fait, finalement, si le collectif doit reprendre cette fonction-là, comment on fait? Et je pense que d'ailleurs, une grande partie du retour au pouvoir du totalitarisme, et moi je prévois vraiment des vagues très violentes qui vont arriver, notamment en Europe, dans les prochaines élections, en France et ailleurs, hein, ça sera autour de ça. C'est une espèce de réaction inconsciente, hein, mais en fait, il faut remettre du cadre. Il faut effectivement confronter les comportements inconscients, les incivilités, etc., parce que au fond derrière, le collectif ne fait pas son travail. On va pas le faire de la bonne manière, on n'a toujours pas compris, mais c'est une manière, si tu veux, d'aller chercher à traiter le problème, quoi. Disons que c'est une façon de remettre ce dont on a besoin, c'est-à-dire l'outil collectif au service du collectif et des individus, mais avec le paradigme précédent qui précisément a inversé la notion de liberté, comme tu le mentionnais, de libre arbitre. C'est pour ça que je me suis tellement intéressée avec un ouvrage sur le 11 septembre où j'avais dit, ouais, là on a vraiment une brisure, une cassure fondamentale qui s'est opérée avec la chute des tours. Et j'avais parlé de l'importance du symbole de Satan, du diable, de Lucifer et du daimon, enfin les grandes traductions qu'on peut faire, parce que cette inversion-là des symboles, c'est ce qui va aussi pourrir nos récits et encore plus pourrir l'action. C'est-à-dire que, comme tu le mentionnes avec les peuples premiers, ce qui est intéressant, c'est que ils ont compris que leur survie fonctionne si le groupe survit. Et pour que le groupe survive, il faut que chacun des individus aille dans le même sens, un sens contributif au collectif. Et donc, c'est pour ça qu'il y a autant de rituels qui sont mis sur la relation et que c'est intéressant de voir que comme nous avons pris l'orientation du progrès de la technique, en allant les observer avec les premiers anthropologues du 19e siècle, on les a regardés au travers des lunettes de la techno. Et là, on s'est dit, les pauvres, c'est des sauvages, c'est des arriérés. Mais par contre, ce qu'on n'a pas vu, ce qu'Alain Testard met pourtant vachement en exergue dans ses ouvrages sur les aborigènes, c'est qu'en fait, eux, c'est comme s'il y avait deux dimensions de profondeur équivalente. Tout ce que nous avons mis dans la techno, la science, etc., eux l'ont mis dans les interfaces relationnelles. Et ils ont de tels niveaux de complexité de liens de parenté, par exemple, c'est-à-dire donc bien le tissu, la structure qui tisse ensemble le lien social, qu'il a fallu des modèles mathématiques pour en rendre compte. Donc, cet aveuglement que nous avons eu dans la rencontre avec ces peuples en les supposant arriérés
alors qu'ils avaient développé une autre compétence qui est celle de la relation humaine, des relations ensemble, des formes de coopération et surtout des formes de pérennité du lien social qui leur permettent de tenir longtemps ensemble et avec les vivants. Eh bien là, on en est à un point où il faut qu'on arrive à remettre du symbole, c'est quand même la racine d'un récit, de relier une notion symbolique avec le réel, d'arriver à articuler les deux. Et on a besoin de refaire symbole, déjà de remettre les choses à l'endroit. Et ça, c'est ce que tu essaies de faire aussi dans ton ouvrage en regardant le côté harmonieux et le côté inverti voilà, qui va être renversé. Je pense qu'il y a ça aussi, c'est prendre conscience de tout ce qu'on a tordu, de tout ce qu'on a inversé. Et effectivement, pouvoir se réclamer de la liberté quand on utilise des outils qui nous enferment cognitivement, émotionnellement et socialement, et croire que ces réseaux sociaux, smartphones et autres bidules nous donnent de la liberté, ben non, c'est comme l'IA. Est-ce qu'on en devient dépendant et addictif, ou est-ce que on sait les piloter avec discernement et on garde notre force de liberté? Donc, je pense que c'est vraiment des rouages importants à regarder, où effectivement, si on accepte de co-créer le monde d'après, l'humanité d'après, la civilisation d'après, peu importe les termes, est-ce qu'on va vouloir revisiter le rapport à la liberté, le rapport à la collectivité, au coopératif et la durabilité? Et là, il faut inverser du coup des pratiques. Je me détache de mes smartphones et je vais aller bosser à l'intérieur pour voir ce que ça fait. Je te rends le micro. Tu verras d'ailleurs que dans le livre 2, dans le livre 1, en fait, je modélise les sociétés, les civilisations humaines sur la base de 2 axes. Après, c'est beaucoup plus complexe, les matrices qu'on peut développer, mais vraiment 2 axes clés, qui sont le niveau de pouvoir technique et le niveau de conscience. Dans le livre 2, je vais plutôt jusqu'à parler de la technologie physique, matérielle, et la technologie psychique. Parce que c'est vraiment ce que tu viens de dire, ce sont des sciences, des ingénieries et des technologies de l'esprit. Pas moins complexes et peut-être plus essentielles au bout du compte. Et tu vois, je citais Frank Herbert. Quand je lisais Herbert, en fait, tu vois, Do, Dune, tout ça, je trouvais ça très puissant. Je me disais, mais c'est fantastique. Il écrit, tu vois, des hommes qui sont des femmes qui sont des ordinateurs humains, d'autres qui sont capables de maîtriser complètement en conscience ce qui se passe dans leur corps, qui peuvent accéder à la mémoire cellulaire, génétique, enfin, des trucs qui paraissaient complètement fous, quoi. Plus j'ai avancé dans le temps, je me suis dit, mais en fait, non, tout ce qu'il décrit, c'est possible. Mais ça dépend de cette technologie de l'esprit. Et d'ailleurs, dans l'univers de Herbert, c'est assez fascinant, puisque l'humanité va d'abord manquer d'être détruite à cause de l'intelligence artificielle, puis va redécouvrir toute la valeur gigantesque de la technologie psychique par rapport à la technologie matérielle. Et va encapsuler, finalement, contrôler la technologie matérielle depuis la conscience et la technologie psychique. Et je crois que c'est ça, le sujet, c'est vraiment l'humanité est en face de ça. Et donc, il y a plusieurs options. C'est vrai que finalement, on pourrait imaginer qu'il y a des sauts technologiques tellement importants qu'on puisse rester dans notre inconscience actuelle et pas du tout redévelopper la partie technologie psychique. Mais ça serait pas le scénario le plus intéressant. Je crois que pour moi, le plus intéressant, ça serait que les crises s'intensifient, que ça nous pose des bonnes questions, que nous réalisions que finalement, nous sommes dans une fuite en avant perpétuelle depuis des siècles, toujours plus de technologie pour compenser l'inconscience, et que ça nous ramène à redonner la valeur. C'est vraiment tout ce que tu disais sur on les voyait, ils avaient l'air un peu sauvages, etc. Puis après, il faut des modèles mathématiques finalement pour comprendre la richesse de l'ingénierie relationnelle qu'ils ont mis en place. Ah ouais, d'accord. Eh ben, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça le sujet. C'est-à-dire comprendre que finalement, l'infrastructure immatérielle, intangible, est la plus essentielle, au fond. Parce que c'est elle qui va permettre l'usage conscient de la technologie matérielle et tangible, qui sinon va nous détruire en retour. Voilà. C'est assez simple, l'équation. C'est ça, et c'est ça qui me chagrine un peu même si j'ai pas les mêmes détails que ceux que tu as pu mentionner, mais je subodore le projet GAFAM, on l'identifie quand même bien aussi comme un projet eugéniste, et c'est là qu'on a aussi une articulation difficile. C'est est-ce qu'on attend que toutes les crises possibles imaginables détruisent la moitié de l'humanité, comme ça sera plus simple, ou est-ce qu'on essaie
de co-évoluer ensemble, en sachant qu'on a donc très délibérément fait baisser les capacités cognitives, émotionnelles et sociales de la grande majorité des gens. Et donc, voilà, cette intention eugéniste qui n'est pas nouvelle, hein, régulièrement, à chaque fois qu'il y a une forme de totalitarisme dans l'histoire de l'humanité, bim, il y a de l'eugénisme qui va avec. Mais s'il y avait des élus, au sens initial du terme, c'est-à-dire vraiment ceux qui peuvent avoir reçu une information, on l'appelle d'où on veut, de la source, des plans révélés, etc. Ce qui pour moi ferait la différence aujourd'hui, c'est de mettre ces informations au service de l'ensemble pour faire monter tout le monde. C'est un peu titanesque, hein, comme boulot, mais bon, on peut se dire que pourquoi pas, parce que sinon, si on est juste dans un plan d'entrisme, on va nourrir quelque part l'eugénisme des GAFA, mais ça me chagrine parce que quelque part, c'est ne pas comprendre le message du vivant. Le vivant, il décanille pas les 3/4 de sa forêt pour survivre. C'est soit c'est tout brûlé avec le feu, soit vraiment il y a une cohabitation de la diversité. Bon, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des arbres et des plantes qui meurent, mais il y a quand même quelque chose où le rhizome essaie de nourrir tout le monde et tous les acteurs essaient de se nourrir les uns les autres. Voilà, et donc, quelle est ta vision à toi? Est-ce que tu te dis... Ouais. Bah, ma vision là-dessus, c'est que on entend souvent, hein, par exemple en biologie, en fait, le but de la vie, c'est de survivre. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense que la survie est plutôt le moyen de quelque chose. Et si vraiment je devais en fait identifier un but à comment le vivant se comporte, je pense qu'il y a vraiment très nettement une dimension d'expérimentation, de diversification, parce que sinon on arrivera très vite, tu vois, un système très simple avec un super prédateur, une super proie, et puis voilà, ça tourne très bien, quoi. C'est pas du tout ça. En fait, tu as vraiment l'impression d'un laboratoire, il y a tout le temps l'insertion de nouveaux schémas, de nouvelles formes, d'expérimentation, etc. C'est plutôt comme ça que je vois le vivant. Donc, c'est une recherche de la diversité, quelque part aussi de la richesse des récits, donc. Parce que bon, on a un peu cette prétention de dire il n'y a que l'être humain qui est conscient et qui produit des récits. En fait, peut-être pas du tout, hein. Peut-être qu'en fait, tout le vivant est un grand récit, une myriade de récits qui est déployé sous nos yeux en permanence. Donc moi, je pense que c'est plutôt ça que cherche en fait la vie. Mais par contre, dans ces récits, elle intègre aussi la capacité de, quelque part, effectivement, de l'autodestruction, du conflit, de la négation de soi, etc. C'est aussi ce qui va faire grandir quelque part la lumière que se confronter aux ténèbres, hein, bien sûr. Donc moi, si tu veux, j'ai une position qui est, oui, être au service de la vie, pas forcément surprotéger. Je pense en fait, je reviens un peu pour le coup encore une fois au peuple premier, c'est-à-dire le boulot d'un collectif, c'est de créer des cadres pour le sevrage, pour l'émancipation, pour mettre chacun face à lui-même. Si vraiment quelqu'un n'est pas capable de le faire, bah là, si tu veux, tu en tires aussi les conclusions, hein. Chez le peuple premier, tu peux avoir des séquences d'ostracisation, c'est-à-dire aux gens, tu vas sortir un jour, 2 jours, 3 jours, un peu dans la nature pour voir ce que ça fait, hein, puisque tu veux pas jouer la règle du collectif, et puis on en reparle. Voilà. Et ça, c'est des questions qui sont très difficiles à poser aujourd'hui, tu vois. C'est très, on se dit, finalement, le goal d'un collectif, c'est de protéger à tout prix, zéro risque, etc. Mais ça, comme on l'a dit, je pense que c'est une illusion. C'est une illusion parce que ça nourrit un récit idéalisé du collectif. Parce que puisque tu fais référence au peuple premier, en effet, ils ont des étapes. Donc, il y a un être humain qui dysfonctionne par rapport au collectif. Ils essaient de comprendre, de l'accueillir. Mais en effet, si tu recommences, il se passe ça. Et si tu recommences, il se passe ça. Et puis si tu recommences, tu meurs, quoi. C'est-à-dire que on n'arrive pas à imaginer que des peuples, alors je connais plus les Kogi au travers d'Éric Julien, avec qui je tisse depuis longtemps, et il nous partage qu'effectivement, in fine, si la personne ne modifie pas son comportement après toutes les étapes qui lui ont été proposées, ça peut aller jusqu'à être tué. Et ça nous fait bugger ici parce que on idéalise les peuples premiers qui sont pacifiques et donc avec une espèce de notion peace and love immature. Et là, on vient dire non. Là, c'est si l'individu continue à fragiliser le collectif, on lui a donné plein de chances de se transformer, mais il y a une limite. Et je pense que nos limites de notre société libérale, capitaliste, on la retrouve même
chez les personnes qui pensent en être complètement distinctes avec cette polarisation que tu mentionnes, c'est-à-dire non, moi je suis à l'opposé de ça, mais avec un opposé idéalisé qui n'est pas plus réaliste, tu vois. C'est d'ailleurs, je sais pas pourquoi, je pense beaucoup à Frank Herbert ce matin. Tu l'as également dans Dune, hein, l'épreuve du gomme Jabbar, là, quand on voit, tu mets la main dans la boîte et tu ressens une douleur absolument insupportable, etc. Mais chez les Bene Gesserit, le sous-jacent qu'il y a derrière, c'est un véritable être humain préfère rester en fait coincé dans un piège et se débarrasser d'un chasseur pour sauver en fait sa famille et sa meute. C'est ça l'idée en fait derrière, c'est que je dois être capable en fait de mettre l'intérêt collectif au-delà de mon intérêt individuel. Et que font les peuples premiers? Ils confrontent chaque individu à ses peurs et à son propre niveau effectivement d'inconscience. Et puis tu as ceux qui arrivent en fait à faire le gain, aidés par le collectif, hein, parce que comme tu dis, avant il y a tous les rituels psychosociaux, spirituels, vraiment pour accompagner l'individu autant que tu peux le faire. Par contre, à la fin, il y a quand même chacun fait des choix, quoi. Et c'est logique qu'il y ait des conséquences à ces choix. Or aujourd'hui, on a créé des systèmes où les choix n'ont plus de conséquences. C'est-à-dire, je peux choisir dire non à la vie, dire oui à la peur, etc. Et ben tout va très bien pour moi. Et même au contraire, on va plutôt me récompenser dans le système. À la fin, on regarde bien comment ça se passe. Donc je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Et là vraiment, je mets ça au centre. Hein. Je dis pas en fait comment il faut faire, etc. Mais je pense que c'est le débat qu'il s'agit maintenant d'avoir pour penser le monde de demain. Et ça amène à une éthique nouvelle, qui est une éthique, mais qui s'appuie sur des personnes qui ont suffisamment travaillé sur eux, même si c'est sans fin, mais bon, et qui ont un certain niveau de conscience pour privilégier une éthique du collectif, c'est-à-dire que c'est leur liberté individuelle de dire je nourris le collectif. Et la grosse différence avec les personnes qui sont que dans les peuples premiers, c'est qu'ils n'ont pas fait tout le trajet que nous avons fait nous avec l'indépendance, l'individualisme et autres. Et donc c'est une autre façon de voir. Je garde ma liberté individuelle et je décide d'une éthique qui va aller nourrir le collectif. Et je vais aller travailler toutes mes zones d'ombre, mes angles morts, pour que mon comportement puisse aller nourrir ça, vraiment. Et là, on voit que c'est quand même un sacré boulot. Et en effet, quand tu mentionnais ces communautés, que ça s'appelle cercle de croissance ou autre, c'est vachement important, effectivement, d'avoir des communautés qui montent en qualité de conscience, tout en étant en bienveillance, pour arriver à ce que cette alchimie individuelle et collective se passe en réalisme et avec suffisamment de douceur pour que la transformation soit effective. Et d'ailleurs, j'aurais souligné quelque chose là-dessus, hein, parce que c'est vrai qu'en nous écoutant, les gens pourraient se dire, bah, dis non, c'est vraiment pour une espèce de régression, il faudrait revenir en arrière, comme l'était l'humanité au début, etc. C'est pas du tout ça. C'est au contraire, je pense que tout ce qui est arrivé à l'humanité, ce passage par le récit de séparation, par le fait de se couper du cosmos, etc., ça a servi quelque chose. Hein. Simplement, ce que oui, mais je le dis comme vraiment comme quelqu'un qui a été une grande partie de sa vie un rationaliste, très convaincu. Tu vas biberonner à la philosophie dans ce qui est là de peu austère, quoi. Je pense que c'était nécessaire parce que les peuples premiers, c'est un peu, tu vois, comme ces nageurs, quoi, qui naturellement sont complètement bien dans l'eau, etc., mais qui sont pas capables vraiment de comprendre ce qu'ils font d'une certaine façon. Et ce qui est très intéressant avec le développement du mental, du rationnel, etc., c'est que ça va nous permettre à la fin de revenir, à mon avis, à cette connexion au cosmos, mais avec une profondeur incomparable. Ce que j'appelle vraiment la rationalité cosmique, parce que là, on est vraiment dans une rationalité qui fonctionne elle-même de façon extrêmement polarisée. Hein. C'est-à-dire que quand tu es un rationaliste, bah, tu n'as pas droit à l'intuition, tu n'as pas droit à l'accès au spirituel, etc., parce que tout ça, c'est le diable, quoi, en fait. Mais en réalité, la vie, elle autorise tout. Voilà. Et vraiment être conscient, c'est avoir accès à tout. C'est pouvoir, en fait, à la fois gagner de l'argent, être très à l'aise avec ça, et puis faire des systèmes hyper innovants en termes relationnels, de partage, de collaboration. Voilà, tout est permis, tout est ouvert. Et c'est vraiment ça, pour moi, l'enjeu aujourd'hui, c'est finalement, que l'humanité s'autorise à réaccueillir toute la puissance et toute l'intégralité de la vie. Revenir vraiment au point d'équilibre. Et le point d'équilibre, en fait, c'est qu'à chaque fois que je fais un choix, tout m'est ouvert. Je choisis d'être pacifiste, mais je pourrais aussi casser la gueule au mec, quoi. Je pourrais le faire. Mais je choisis, en fait, véritablement et en conscience et en attention. Est-ce que tu aurais un mot de conclusion? Il me semble que tu l'as plus ou moins donné là, mais quand même, un mot de conclusion pour cet entretien et cette série que nous avons fait ensemble, ça serait quoi? Bah,
le mot de conclusion, c'est puisqu'on n'a pas arrêté de parler d'intégration et d'accueil, je pense que ce qui me vient là, en fait, c'est Nietzsche disait que la chose la plus difficile, c'est de dire oui à ce qui arrive. Et là, vraiment, quand tu vois l'état de l'humanité, ce qui est en train d'arriver, etc., t'as plutôt envie de dire non. T'as plutôt envie de dire, bah, j'ai pas envie de voir ça, j'éteins, c'est fini. Je me planque, tu vois, comme font certains milliardaires sous terre, hein, je prends mon bloco, c'est ça, salut, quoi. Donc, ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est que je pense que c'est un très bel exercice d'accueillir, en fait, ce qui est en train d'arriver là. D'accueillir les polarisations, d'accueillir, si tu veux, le degré d'idiotie auquel nous sommes arrivés, et de dire, bah, peut-être que de façon totalement inattendue, ça va amener à une surprise et à quelque chose d'incroyable. Voilà. Je peux pas le justifier, hein, c'est une intuition. Je sens simplement, en fait, que il fallait qu'on atteigne vraiment ce degré-là pour que quelque chose après arrive. Et à mon avis, quelque chose qui va être très grand. Nous verrons. Eh ben, écoute, je te remercie parce qu'évidemment, ça me donne envie d'ouvrir sur d'autres sujets, mais non, on va pas faire ça. Donc, merci Boris pour ce partage. Et puis, voyons comme nos écosystèmes porteurs de lumière les uns et les autres vont pouvoir contribuer à leur petit niveau pour faire bouger les choses et allons vers les surprises. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine.